Salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement, et vous savez qu'être un débutant en permanence c'est apprendre et c'est kiffer au maximum. Je suis à la RCF 42 avec l'illustrissime, le très grand Adrien Bertin qui nous fait la joie, l'honneur d'accepter une interview et de discuter avec nous sur sa carrière, et également son rôle au sein d'Orion, Performa et HB Racing. Voilà. Bonjour Adrien, comment tu vas? Très bien, super, merci de me recevoir, c'est un plaisir aussi de vous avoir ici à la RCF 42. D'avoir voilà, le monde des débutants qui font les choses sérieusement, qui viennent aussi en compétition valider ce qu'ils apprennent, et je pense qu'on va passer un excellent week-end ensemble. Bah, ça fait très plaisir, ça fait chaud au cœur ce que tu viens de nous dire. Je suis accompagné de la moitié de l'activité RC Mumuse, c'est-à-dire la chaîne BRZ RC Passion. Il est là, présent, himself, en personne, et l'illustrissime, tout autant, Michael Derderian, pilote X-Ray Elite, voilà, qui officie au niveau national et au niveau européen. Un peu grossi. Hein. Et voilà, avec son magnifique petit t-shirt, voilà, bien brandé, bien sponsorisé, et il n'a pas oublié sa petite casquette Performa, voilà. Donc, eh ben, écoute Adrien, dans un premier temps, bon, tout le monde te connaît dans la sphère vraiment compétition RC, mais peut-être que ceux qui suivent nos chaînes un peu moins. On sait que tu as un palmarès très important. Quel est-il assez rapidement, si tu peux nous le dire? Bah, assez rapidement, j'ai été donc 2 fois champion du monde. Donc une fois champion du monde à 8e piste en 1999 à Clermont-Ferrand, et une fois champion du monde à 10e Touring Nitro en 2004 au Brésil. Wow. J'ai été champion d'Europe piste en 8e. Le gros de ma carrière a été fait en piste, mais j'ai commencé en tant que pilote tout-terrain. J'ai commencé en 88, à l'époque par un championnat de ligue, et en 89, pour ma deuxième année, j'étais champion de France P. Donc voilà, j'ai commencé par le tout-terrain et on est revenu aux premiers amours, notamment aussi pour des raisons professionnelles, puisque je m'occupe à la base des développements des moteurs CRF, Team Orion, Performa. Et puis j'ai ajouté depuis 3 ans, depuis que Nedart a racheté la marque HB Racing. Je suis responsable de la marque, des produits, du développement, de l'équipe, entre guillemets, voilà, tout ce qui est lié à la marque. Et donc du coup, beaucoup d'activités dans tout terrain, parce qu'aujourd'hui c'est quand même le cœur du marché, et que ça reste voilà, une belle expérience, et on est là pour ça. Ouais, ce qui est bien, c'est que tout ce que tu as emmagasiné en tant que pilote pendant des années, et les compétences techniques, ça t'aide vraiment pour faire du développement sur des marques assez pointues et avec des produits quand même très intéressants. J'espère que tu apprécies la manière dont on est habillé aujourd'hui. Tu n'as jamais été aussi beau. Voilà. Hein. Pareil pour Béracène, voilà, ça c'est pour toi qu'on a fait ça. C'est gentil, j'apprécie. Et concrètement, première question Michael, peut-être? Oui, bah alors moi je veux juste préciser une chose, c'est que Adrien est le seul pilote à avoir été champion du monde un 10 pistes et un 8 pistes, c'est bien ça Adrien? Pour l'instant ça tient encore. N'a réussi. Sur 2 échelles. Ça a failli basculer. Ça a failli, ils essayent, mais pour l'instant je tiens bon encore. Personne n'y arrive, tu es le seul au monde. Oui. Et tu es chez nous en France, ouais. C'est magnifique. Ok. Donc vous avez vu un parcours très riche, une expérience fondée sur une expertise qui s'est aiguisée au fur et à mesure des années. Et maintenant justement, ce fameux rôle que tu as auprès de ces constructeurs qui font quand même du matériel hyper compétitif, hyper pointu. Moi je sais que j'ai un châssis HB Racing, c'est un Truggy E817T, il est magnifique, finition extra, ça marche tout de suite de boîte, on le met, on le pose, c'est plutôt pas mal. Quels sont les projets concrets que vous avez au niveau national avec Performa et aussi HB Racing? L'idée, voilà, c'est de toujours essayer de proposer le produit le plus abouti, notamment pour les débutants. La grosse difficulté de la compétition, c'est qu'aujourd'hui, dans notre marché, on vend des produits, on vend des Formule 1 pour des gens qui viennent juste d'avoir le permis. Quand je dois expliquer un peu mon job, c'est un peu ça. Et la difficulté, voilà, c'est de faire le lien entre un produit qui soit accessible et malgré tout, un produit qui gagne, parce que les gens gagner le dimanche et vendre le lundi, entre guillemets, voilà, c'est la philosophie un peu qui s'applique en RC de compétition. Donc il faut, voilà, être très attentif à ça. Moi j'ai toujours été depuis jeune, hein, ça a toujours été mon point fort, tout ce qui est mise au point, puis c'est vraiment une partie qui vraiment m'a toujours intéressé. Donc avec des années d'expérience, avant d'être chez HB Racing, j'ai été 14 ans avec Kyosho. D'accord. Donc j'ai développé, j'ai été le premier pilote pour la marque R&B à l'époque. J'étais premier pilote pour Medial Pro aussi. J'étais à la base de beaucoup de nouvelles aventures, parce que moi ça a toujours été des challenges qui
m'ont Donc motivé. à chaque fois, tu as quitté ta zone de confort. Hein. Oui, jamais. Voilà. Je suis jamais resté en fait dans ma zone de confort parce que voilà, j'aime bien les nouveaux challenges, aller de l'avant et malgré tout, voilà, le challenge de prendre en charge tout un développement, avoir la responsabilité, tout le travail qu'il y a derrière. Pour essayer de rendre la chose facile, c'est quand même c'est la partie qui est très compliquée. Mais bon, je pense que depuis qu'on a récupéré la marque et qu'on s'applique à garder voilà, une méthode la plus sérieuse possible, les résultats suivent. On a un bon développement de toute notre gamme. Donc, sur le côté électrique, moi, ça n'a jamais été mon domaine de prédilection. Mais mon rôle avec HB Racing fait que la partie électrique, c'est une partie qui est très importante. Le châssis 1/8e brushless, c'est pas le châssis où il y a plus de compétition en visuel, mais ça représente quand même une partie très importante de nos ventes. Donc voilà, à partir du moment où j'ai les mains dans le châssis, je dois avoir les mains sur le package complet. Chez nous, on a le package complet des pneus au moteur, un peu à tout. Donc effectivement, je suis aussi voilà, cette partie maintenant avec un œil, voilà, j'ai l'œil de celui qui fait du thermicien qui se met à l'électrique, donc avec toutes les problématiques, pas de débutant mais pas loin. Il faut rester, autant les moteurs essence c'est mon domaine, autant l'électrique on va dire, c'est évident, je suis informé, j'ai tous les trucs, mais j'ai aussi un œil et une problématique d'utilisation qui fait que ça me permet voilà, d'être malgré tout un pilote qui a les sensations et les besoins, on va dire, de monsieur tout le monde. Et notamment en 8e brushless où beaucoup de gens ont fait du nitro avant, passent à l'électrique, donc toute une problématique aussi de sensations, de puissance et tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, notre point fort, c'est d'être capable de faire le lien entre les deux catégories avec des feelings qui sont similaires, des mises au point qui sont similaires. Et voilà, c'est le travail quotidien, on essaie de le faire, la concurrence est rude, mais bon, ouais, moi, il y a du monde, c'est vrai. Il y a beaucoup de monde. En électrique, c'est des fois encore plus difficile de se démarquer parce que tout le monde est capable de faire de la puissance en électrique, c'est facile, c'est une technologie qui est facile, accessible. Ce qui est plus difficile, c'est de créer un feeling, de créer une vraie efficacité. Et c'est là où nous, historiquement, on s'est toujours démarqué avec Team Orion. J'ai mon collègue Oscar Janssen qui, lui, a toujours été à la base de tout notre produit de gamme électrique et qui a été champion d'Europe en un 12e, donc un parcours vraiment similaire avec moi. Et puis on travaille avec toute l'équipe pour essayer d'optimiser tout ça. Mais bon, la philosophie, enfin moi je m'attache, je veux que le produit qui sort de chez nous, même pour la compétition, soit un produit abouti. Et ce que tu as pu ressentir sur l'autre Guy, ça me fait plaisir et je suis persuadé que tu le ressentiras quand tu prendras en main le nouveau E819 RS. Je peux te garantir que voilà, tu auras deux boîtes, un setup qui te permettra tout de suite d'être efficace dans toutes les conditions. D'accord, donc le développement on l'a compris, c'est vraiment ton cheval de bataille, mais à travers ça il y a du management parce que tu parles d'équipe, donc tu coordonnes. Oui. Ok, donc tu gères des hommes. Est-ce que vous avez créé, et en ce moment il y a une équipe sur le terrain, HB Racing en France, qu'on peut retrouver sur les circuits, qu'on peut retrouver pour des conseils, des tips, de l'accompagnement? Ça a été vraiment un gros changement quand on a récupéré la marque. On a changé, je pense, 90% de nos distributeurs partout dans le monde. Avant, HB Racing était collé à l'image HPI, donc avec des distributeurs spécialisés, on va dire, dans les produits loisirs. Mais la compétition, c'est un métier, il faut du savoir-faire, il faut être capable de donner un support en France. Et dès qu'on a pu avoir cette marque-là, premier réflexe a été de contacter Sébastien Léonard, que je connais depuis... qui sera là demain en plus. Qui sera là demain, qui est un ami que je connais depuis un ami de 30 ans, comme on dirait. Et qui est quelqu'un qui a aussi vraiment une très, très grande connaissance de la mise au point des châssis. Lui, à travers Sismic, connaît très bien notamment le domaine des pneus où il est vraiment à la pointe aujourd'hui. Il travaille beaucoup là-dessus, les outils, les réglages. Voilà, on travaille ensemble, mais surtout, voilà, c'est Sébastien, c'est quelqu'un qui techniquement
est top, qui a l'habitude voilà, de s'occuper, qui est comme moi dans l'idée toujours de développer et d'aider les petits jeunes, avec une idée voilà, de voir pour le futur, de transmettre aussi le savoir. Et depuis 3 ans, voilà, la marque se développe, on a une excellente relation et aujourd'hui on gagne aussi beaucoup de clients parce qu'ils savent trouver à travers Sismic un support technique qui a, je dirais pas d'équivalent en France, c'est pas vrai, parce qu'il y a aussi d'autres intervenants qui sont aussi professionnels et efficaces. Mais en tout cas, nous, on a toutes les armes pour que nos clients puissent trouver tout leur bonheur en termes de support et de réglage. Donc du développement, du management et en plus de la mutualisation de compétences. C'est ce que tu viens d'illustrer avec l'expérience que tu fais et Moi, je pars du principe, le relationnel que tu as avec Seb. C'est toujours un travail d'équipe. Après, il y a un moment où il y a des gens qui sont, voilà, tu veux tirer la couverture à toi ou pas. Ça n'empêche que ça reste, même à si plusieurs qu'on fait quelque chose de plus fort. Ça reste un sport individuel, le pilote et l'image, mais ça reste un travail d'équipe. Si tes mécanos te foirent la course, si tes sponsors ne te donnent pas du bon matos, tout le monde a sa part dans le succès. Et donc, moi, je crois qu'il y a quand même, quand tu peux bien t'entourer, en général, c'est une garantie de succès. Est-ce que ça suffit pour être toujours devant? La compétition est rude, il n'y a pas de... Mais en tout cas, depuis que j'ai en main une gestion et que j'applique cette méthode, j'ai globalement eu plutôt des bons résultats que des mauvais. Voilà. Les années et ton cursus le prouvent effectivement. Messieurs, une question? Ouais, moi j'ai une question pour Adrien. Adrien, donc tu as parlé de TT sur Performa. Est-ce qu'actuellement dans le tiroir il y a une gamme de moteurs thermiques piste Performa qui risque de sortir? En tout cas, moi ça m'intéresse fortement. Oui, c'est prévu. C'est prévu. Je pense que ça sera en revanche pour pas avant 2021. Tout simplement parce que j'ai trop de projets à mener de front. Le 8e piste et le 10e piste, c'est évidemment c'est mes catégories de cœur, mais c'est aussi des catégories où le moteur est l'élément vraiment principal. C'est très sensible, c'est très pointu, ça demande beaucoup de temps et de développement, et voilà, je veux prendre le temps, mais en tout cas ça va de l'avant. Les tests sont en cours et je pense que en 2021 on sera de nouveau présent sur ce marché-là, avec probablement un pilote d'ampui, j'ai oublié son nom, mais il sera le premier informé. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'ils ont compris. Effectivement, tout est clair. Ben ZLC Passion. Une petite piste, un 8e GT éventuellement en développement. Alors on a la RGT. RGT, c'est une catégorie où HB a été un des premiers sur le marché à être présent avant qu'on récupère un marque, mais en RGT 8, je pense qu'on a un châssis de référence, notamment en termes de comportement. Le problème, c'est ça a mis vraiment beaucoup de temps à partir, mais alors je vois que maintenant, voilà, il y a suffisamment de gens il y a de nouveau des gens qui viennent jouer. C'est une excellente catégorie. Moi, j'étais agréablement surpris du niveau de performance des châssis. J'ai pas du tout été frustré à conduire une RGT 8 avec le 8e piste. Moi j'ai une vision extrême dans cette catégorie effectivement de l'utilisation, mais tous les tests que j'ai pu faire, je me suis fait plaisir. C'est une belle catégorie. Et donc du coup on a cette gamme là. On va avoir aussi probablement pour l'année prochaine une mise à jour. On a eu pas trop de réussite au championnat du monde où j'avais un pilote, Rosaro Jaimo, qui a été 2 fois d'affilée champion d'Europe. Donc chaque fois qu'on est à la compétition, on était sur le devant de la scène. Après, il faut avoir le temps, trouver les ingrédients. Sismic par exemple est beaucoup plus dédié au tout-terrain, à la piste. Ouais, c'est vrai. Là, le boom est en train de partir. Ce que je regrette en revanche, c'est la dérive que la catégorie est en train de prendre. À savoir que historiquement, le RGT8 a été une catégorie qui était faite pour des châssis thermiques avec peu d'adaptation, permettent d'aller rouler.
Moi, je prends la référence notamment de la compétition et notamment sur le pôle en nitro. Ils ont laissé le règlement, la possibilité à des artisans ou des nouveaux entrants de venir avec des catégories. Ils sont en train de tuer la catégorie. Avec des châssis qui sont faits d'aluminium. Ils ont tué la catégorie en Italie avec les RGT à cardan, à courroie. Et ben là, ils appliquent les mêmes recettes parce que voilà, c'est des trucs qui sont plus extrêmes. Au championnat du monde, on avait la voiture la plus rapide. Celle qui gagne, c'est aussi une voiture qui n'a pas forcément, parce qu'ils ont un bon pilote, probablement peut-être aussi un peu de réussite et tout ça. Mais on est en train de faire croire aux gens qu'il faut investir dans des châssis qui vont 800, 900 euros si j'ai suivi les dernières tendances. Si c'est pour après aller partir dans une guerre et que derrière il n'y a pas de retour sur le marché, j'avoue que je ne mettrais pas l'énergie de suivre cette tendance-là parce que je pense qu'elle va être mortifère pour les gens de la catégorie. Donc après, est-ce que il y aura un suivi là-dessus? Moi, j'étais très clair avec les instances fédérales où ils me demandaient de faire venir mon équipe pour le championnat du monde à Miami. J'avais prévu de venir avec David Ronefalk, avec Atsushi Hara. Donc on venait faire les choses sérieusement. Mais en face de nous, il y aurait pu y avoir Mugen aussi avec son team. X-Ray ils ont toujours été un peu à la suite de ça. Mais si derrière le règlement technique n'est pas suffisamment figé et nous oblige à développer des prototypes pour qu'après il n'y ait pas une certaine rentabilité, je veux dire les sociétés aujourd'hui on est quand même soumis à des contraintes. Bien sûr. On ne peut pas faire n'importe quoi avec nos budgets, on ne peut pas faire n'importe quoi. Nous on est malgré tout une des rares sociétés à ne vivre que des ventes et ne pas avoir de financement externe. Certaines marques ont des financements de mécènes qui viennent et qui, entre guillemets, permettent de jouer ou de faire des projets sans que... Nous, c'est pas notre... Il y a deux marques que l'on connaît qui ont des mécènes, effectivement. Voilà, et ça fait toute la différence. Moi aussi, je pourrais accueillir avec grand plaisir des millions d'euros de budget, hein, je sais pas comment faire. Hein. Mais c'est pas... Mais à la fin, ça change... Je crois pas que ça change fondamentalement grand-chose. Donc voilà, j'ai prévu, il y a des mises à jour qui ont été testées, je suis content, le châssis a vraiment progressé, mais je resterai sur une architecture qui permette de rendre un produit accessible. Après, le client aura le choix de choisir les châssis plus chers, voilà. Mais bon, j'espère bien sur la piste démontrer aussi que le concept encore est bon pour des voitures de base, de tout terrain, parce que l'investissement de base, quand tu gardes la transmission, quand tu gardes les géométries, tout ce qu'il faut, ça permet aussi de faire des économies de masse sur les investissements, et que c'était un peu l'idée de base. Ma proposition, j'avais fait la proposition que la base des châssis RGT8 ait concouru dans les championnats du monde des 4 dernières années, la base du châssis. Comme ça évitait tous les gars qui venaient avec des prototypes hors de prix ou qui vont rendre la voiture compliquée. Je pense que Mika connaît l'histoire. Le 1/10e Touring a aussi souffert de ça. Les premières voitures avec les NT1 tout en plastique, les V1 RR, c'est des voitures qui étaient malgré tout aussi pour l'utilisateur moyen des voitures qui étaient accessibles. Ouais. Quand on est arrivé avec des châssis avec les paliers en aluminium, on a gagné en rendement moteur. Ça va plus vite, mais la voiture pour celui qui veut aller jouer le dimanche, c'est pointu. C'est plus pointu. Ouais. Donc tu te payes un beau châssis, tu as dépensé 1000-1500 euros et puis tu poses ta voiture, elle fait des ronds. C'est pas bon. C'est pas voilà. Moi je trouve dommage que à chaque fois ça soit abîmé avec ça. Maintenant de la même façon que le 5e Formule France, au départ on était sur des châssis complètement plastiques, maintenant il y a de la lutte partout, c'est un train de pneus neuf à chaque qualif, etc. C'est sorti de son contexte. Voilà. C'était à la base une catégorie accessible, ça l'est plus. Maintenant on tend vers de la GT, donc voilà. Donc c'est malheureux, mais c'est une vérité, quoi. Après il faut bien dissocier, je pense, les catégories justement vraiment en compétition
et la partie loisir. Mais c'est ça, mais pour moi la vraie erreur, si tu veux aller vite, si tu veux, en plus en modèle réduit, la Formule 1 est accessible. Tu peux faire 8e piste. Tout le monde qui fait du... Tu peux faire 8e piste, tu peux faire la Formule 1. Si tu veux aller vite, fais de la Formule 1, tu as des catégories qui sont dédiées à ça. Le 10e a été tué dans cet esprit-là, le 10e Nitro, qui était une super catégorie au départ. Il y avait des choses qui étaient bien cadrées. Et à force de vouloir aller et de ne pas limiter le système, ça a attendu, le 10e est devenu aussi et même plus compliqué que le 8e piste, plus de choix de pneus. Résultat, les gens ils sont perdus. Alors il reste les irréductibles, c'est normal, c'est une belle catégorie. Mais à la fin, moi j'ai connu le début du 10e, en France c'était des milliers de châssis vendus. Aujourd'hui, si ça en vend 100 dans l'année, je pense que c'est le bout du monde. Voilà, ça met juste le curseur sur ce qu'on a perdu au milieu de ça. Donc j'espère qu'ils trouveront un moyen de garder une catégorie pour que les gens ils puissent venir jouer, se faire plaisir, être compétitif aussi, parce que quand tu viens faire la compétition, tu as le droit de venir pour avoir un résultat. Après chacun. Oui, et d'attendre de la performance. Mais aussi. ce qui tue, c'est de te dire je viens et j'ai aucune chance parce que j'ai pas les moyens de bien figurer. Et il faut garder des catégories pour ça, pour que les gens puissent avoir accès. Ça reste ouvert. Ça reste ouvert à la compétition. Ok. L'actualité d'HB Racing sur le plan TT, c'est le E819 RS, c'est bien ça. Il n'est pas encore disponible, je crois, le châssis dans sa version brushless. D'ici la première quinzaine du mois d'août. Parce que c'est des sujets qui intéressent beaucoup ceux qui suivent nos chaînes. Donc d'ici la première quinzaine du mois d'août. Ok. Est-ce qu'on aura la possibilité peut-être de présenter ce châssis sur la chaîne? Bien sûr, évidemment. Je t'amènerai ma voiture d'essai, comme ça tu pourras voir à quoi ça ressemble. Impeccable, très très bien. Mais c'est une évolution, il n'y a rien de révolutionnaire ou qui soit pas connu. Le 819 RS, malgré tout, c'est une voiture qui a été... je suis toujours dans l'évolution, c'est-à-dire je veux sortir une voiture quand on a un gain. C'est pas sortir une nouveauté pour sortir une nouveauté. Moi, je veux être capable que mes clients, ceux qui nous suivent depuis des années, quand ils sont en nouveau châssis, ils sentent la différence. Ils savent trouver un bénéfice. Parce que sinon, bon, tu peux sortir de temps en temps, mais à la fin, les clients se perdent. Si tu sors des nouveautés trop souvent, nous, on sort des nouveautés, mais je sors une nouveauté parce que je sais qu'on a un produit plus compétitif. Et qu'à la fin, tout mon système de vente, il n'y a pas de stocks qui sont cachés. Entre guillemets, c'est juste une rotation. Et que mon châssis, tu peux toujours les faire évoluer. C'est le principe du R&D, de la recherche et développement. Il faut que derrière, ça marche mieux. Hein. Sinon, à quoi bon sortir quelque chose? Sinon, là, c'est du commerce pour du commerce. Non, ou sinon, des fois, tu peux faire des trucs sympas qui sont jolis, mais je dirais, voilà, c'est joli, faites-vous plaisir. Mais je ne vais pas vous dire, vous allez gagner 5 dixièmes parce que... faut faire la bonne promesse, en tout cas, avec le produit. C'est ça que tu veux dire? Je pense qu'à la fin, les gens ne sont pas stupides, ils savent se rendre compte. C'est clair, ça va très vite après. Sur le long terme, tu as vite fait de perdre de fil ou de perdre la confiance des gens qui te suivent. Donc, le bouche à oreille. Voilà, mais c'est un développement. On l'a d'abord fait pour le nitro parce qu'on avait aussi l'année dernière le championnat du monde de tout terrain. Un développement et ensuite, voilà, on introduit la version électrique parce que le nitro partout, on a roulé partout dans le monde, on sait que ça fonctionne, on l'applique à l'électrique, c'est des nouvelles pièces, ça reste, tu auras conduit un E819 ou un E817 et un E819, je peux garantir que tu sentiras la différence en piste. Malgré tout, voilà, qu'il y a un E819, j'ai plein de clients qui ont techniquement déjà un 819 RS parce qu'ils ont pris la bande de pièces du nitro, les upgrades, et tous ceux qui l'ont fait sont contents. Il y en a pas un qui m'a dit ça va moins bien. Donc voilà, moi je suis confiant, je suis très confiant sur le produit, et l'idée voilà, c'est que les clients, notamment encore plus en électrique, où tu as un côté compétition, mais c'est quand même plus ouvert à des gens qui viennent voilà, aussi se faire plaisir le week-end. Donc voilà, un beau châssis compétitif, et puis notre voiture, tu la prends, tu n'as rien à rajouter. Tu as les portes-fusées en alu d'origine, tu as tout le... Voilà, la voiture que je veux vendre, c'est la voiture avec laquelle on gagne. C'est vrai qu'elle est belle et efficace, tu as de beau carbone aussi, tu as pas mal de pièces intéressantes. Après, ouais, il y a toujours un peu d'espace pour des gens qui font des options, qui ont des idées, mais
voilà, il faut que tout le monde prenne sa part, mais écoute, tu auras très rapidement l'occasion de l'essayer. Merci, c'est très sympa. Une dernière question, messieurs, pour rester dans le format qui va bien. Vous savez que YouTube Ouais, est... moi j'ai une question. je sais. Après, si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est une partie 1. Ça serait la partie 1, la clore, sur un dernier mot d'Adrien, et puis enchaîner une partie 2 sur un autre sujet. Libre à vous. Bon, moi j'ai une petite question sur la partie pilote, Adrien. Bon, Adrien, c'est retraite internationale, oui ou non, officielle ou pas en tant que pilote? Moi, je suis retraité depuis ces 10 ans que je suis retraité. Non, parce que voilà, on sait que tu as fait le dernier championnat du monde à Monteux, on avait tous les regards sur toi, j'étais là ce jour-là. Je sais que ça a été une déception pour toi et je sais que tu as fait les choses bien, ça c'est sûr. Et je voulais savoir si tu allais remettre le pied là-dedans ou pas, Non, une fois, non, pas à ce encore ou niveau-là. pas. Non, pas à ce niveau-là, Non. c'est trop de travail. D'accord. Trop de travail aujourd'hui. Il y a des concessions pour toi et ta famille aussi, hein, je pense. Non, parce que- j'ai trop. Ça m'a même coûté par la suite en termes d'énergie, de tout. Je l'ai fait une dernière fois parce que le pilote a son ego et que Ouais, il y c'est avait. bien dit. C'était à la maison, pas c'est franc. C'était à la maison, puis il y a des fois, il y a une nouvelle génération qui arrive un peu en pensant que les choses elles sont faciles pour eux, donc c'était. Ça remettait un peu des fois les pendules à l'heure. Moi, j'ai la chance d'avoir connu la très haute compétition. J'ai eu pendant 10 ans l'équivalent de Valentino, Lamberto Collari, qui a été 9 fois champion du monde. J'ai dû me battre constamment contre lui, donc ça forge entre guillemets voilà, une certaine exigence. Et puis j'ai aussi j'étais un des rares à pouvoir Le concurrencer. le concurrencer. Maintenant, dans ma carrière, moi, j'ai jamais été pilote pro au sens de faire que ça. J'ai toujours eu un travail à côté ou je me suis jamais 100% dédié au pilotage. Moi, même mon premier titre de champion du monde, je travaillais. À l'époque, je travaillais chez JP Racing. J'étais commercial, je m'occupais déjà de business, je m'occupais déjà des clients. La course a été un moyen de m'accomplir professionnellement. Et puis effectivement, ça m'a donné une carte de visite qui m'a permis après Ouais, ce que je te disais. tout à d'avoir l'heure. la chance de démontrer que j'étais capable de faire le job. Donc la vraie difficulté pour moi, qui suis un compétiteur acharné, presque pas maladif, mais c'est compliqué. Le plus dur, c'est de continuer à faire des courses en sachant que tu gagnes pas. Pour moi, c'est c'est presque une souffrance de le faire. J'ai eu la chance de m'occuper de David Renefal depuis qu'il est tout minot. À travers lui, j'ai pu un peu passer le témoin et je me suis mis à son service et au service des clients de pouvoir tester tout ça. Mais c'est vrai que quand je viens en compétition, c'est difficile d'accepter de ne pas le faire au top. En piste, je l'ai toujours fait au top. En tout terrain, c'est différent. C'est plus professionnel en sens de pilote test. Malgré tout, il n'y a rien que la compétition permet de valider toutes les choses. Mais ça m'empêche pas même encore à mon âge, de m'entraîner puis d'essayer de taper les petits jeunes parce que la compétition c'est comme ça. Mais je le fais plus avec l'ambition d'avoir des résultats internationaux parce qu'il faudrait que je fasse que ça et qu'il y a un temps pour tout et que notamment je pense qu'il y a un âge où tu es au top. Je l'ai été. Aujourd'hui, je suis au top de mon âge, voilà. Mais se battre contre des minots qui ont 20 ou 25 ans, c'est quelque chose. Il faut savoir. Enfin, il faut savoir l'intégrer. Ça fait jamais plaisir. Mais bon, tu peux d'autant plus respecter. Un gars comme Valentino qui va aujourd'hui essayer de se battre contre des mômes de 20 ans. En plus, c'est encore en plus physique et tout ça, mais malheureusement, il a aucune chance parce qu'à 40 ans, t'as pas le réflexe. Loeb, il revient en rallye, c'est pareil. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Faut... Mais quelque part, tu as quand même une sorte d'exutoire. Le coaching, la transmission, c'est ce que tu expliquais avec ton pilote. Moi, j'ai beaucoup de satisfaction. Quand on a gagné ensemble avec David, j'ai été plus ému de notre titre ensemble, moi en tant que mécano, que
que pour moi-même. Et puis en plus, on a gagné avec HB, donc j'avais la main sur le projet voiture, j'avais la main sur mon pilote, j'avais la main sur mes moteurs, c'est tout mon paquet. Tu as couru mais différemment quelque voilà, part. exactement, non, mais par contre je mets la même énergie dans la préparation, sinon plus, dans tout le... Et puis j'ai la chance d'avoir un garçon qui est fantastique, j'ai pas presque l'âge d'être son père, mais c'est comme mon petit frère. Mais c'est surtout quelqu'un qui partage cette envie de gagner. Il sait que moi je me lève, je donne tout ce qu'il a à donner, mais je sais aussi que de son côté ça suit. Donc quand tout le monde est sur la même longueur d'onde, que derrière aussi les compagnies qui sont derrière toi suivent aussi et acceptent les moyens qui doivent être mis en place pour gagner, et ben ça c'est des vrais challenges. Donc effectivement aujourd'hui j'ai la même niaque, mais cette énergie là je la mets pas dans mon pilotage, je la mets dans le plaisir aussi que mes produits gagnent, et que quand j'ai un client satisfait qui me dit putain la voiture elle est top, merci, je me suis régalé, Ça aussi c'est une victoire. Ça vaut tous les trophées du monde pour moi. Très bien. Eh ben, ça va être le mot de la fin sur cette partie 1. Peut-être qu'il y aura une partie 2. Ok, messieurs, Merci Adrien, merci RC Mumuse pour cette interview. je vous en prie. Adrien, Merci, puis écoute, je te dis à très bientôt, parce que je pense qu'on va pouvoir se retrouver et puis peut-être proposer des petits trucs sympas aux gens qui te suivent. ah bah écoute, on va en parler avec grand On va en parler plaisir. ce week-end, je Ça- pense ça- qu'on va arriver à faire un truc sympa. L'information est arrivée au récepteur, pas de souci. À tout de suite. Allez, à bientôt.